scientifique de base. Tu as évoqué le nom de Claude Lorius. Ouais. Peut-être qu'on peut en parler un peu plus. Qui se lance? Tu veux nous en parler? Qui est Claude Lorius? Oui, qui est Claude Lorius? C'est un chercheur du laboratoire du LGGE qui a fait son... Bon, après, il y a beaucoup de films et de courts-métrages, et il y a son livre aussi qui est sorti récemment. En fait, il a fait un premier hivernage sur la base Charcot. Ouais. Je crois que c'était pendant l'année géophysique internationale, donc c'était en 1951, 56-57. C'était le deuxième hivernage de la base Charcot. D'accord. Donc, ils ont vécu à 3 dans une toute petite station avec plein d'aléas où, à un moment donné, ils étaient sans contact du tout avec l'extérieur. La base qui était sur la côte ne savait pas s'ils étaient encore vivants. Ils ont failli s'étouffer avec leur poêle. Un groupe électrogène. Ouais, voilà. Donc, ils ont eu quand même plein d'aléas, mais ils ont quand même, dans l'ensemble, réussi à faire leur recherche. Donc, Claude Lorius était parti pour faire de la recherche de glaciologie. Il y avait, j'ai oublié son prénom, qui faisait plutôt de la géophysique. La géophysique. J'ai eu comme prof en plus en magnétisme. Les deux, en fait. Ils étaient 3, il y en a un qui est décédé assez rapidement. J'ai oublié les noms, malheureusement. Et Roland Slich. Voilà, Roland Slich. Roland Slich et Claude Lorius. Et en fait, après, en revenant, c'est un peu lui qui... il a rejoint, du coup, les bouteries, quoi. Peut-être que Joël, tu me corrigeras si je fais trop de raccourcis, mais en gros, il a rejoint les bouteries pour lancer des programmes de glaciologie, vraiment glaciologie antarctique plus que glacier alpin, quoi. D'accord. Ouais, Liboutry avait une spécialisation qui était plus mécanique de la glace, physique de la glace. Donc, il était très intéressé par les glaciers alpins. Plus physicien, on va dire. Et alors que Claude avait un aspect plus, on va dire, géochimie, climat. Et il a amené cette composante au laboratoire qui n'existait pas. Alors il est venu à Grenoble parce qu'il y avait, à cause des glaciers, quoi, ou grâce aux glaciers. Il y avait des labos qui s'intéressaient au carottage et à la glace. Exactement. Et puis il y avait la possibilité d'aller tester le matériel. Très belle photo pour le chat. Voilà. Là, justement, là, il est dans les Andes. Là, il est dans la cordillère. Et donc, ça, c'est dans les années 50 ou par là. Et d'ailleurs, il a fait des cartes, des cartographies. Là, c'est Liboutry, c'est pas Claude Lorius. Il a fait des cartes, des relevés, qui sont encore utilisés par les guides des parcs. Ah ouais? Alors peut-être, c'était une des années, peut-être qu'aujourd'hui avec tout ce qui est satellite et puis les milieux ont peut-être aussi changé. Mais ces cartes ont été utilisées pendant des décennies, quoi. Trop bien. Et donc Claude est venu essentiellement parce qu'il y avait la facilité d'aller tester le matériel dans les glaciers alpins, en fait. Voilà. Il fallait pouvoir développer ces carottiers. Au début des années 70, c'était une science qui était balbutiante. On tâtonnait beaucoup, on essayait, on cassait beaucoup de choses, on ratait beaucoup de choses. Et donc, il fallait avoir la possibilité d'aller facilement sur le terrain. Bon, l'Antarctique est quand même un peu loin pour aller tester à la journée son matériel. Donc, vous allez nous en parler tout à l'heure, mais ça me paraît pas facile de s'y rendre, quoi. Donc, ça a été une des raisons pour lesquelles il est venu sur Grenoble et qu'il a développé tout un pan de glaciologie qui était donc plus orienté climat que orienté mécanique ou physique de la glace. Parce que moi, j'ai erré dans les couloirs des labos grenoblois, donc on m'a raconté les petites histoires, les anecdotes de recherche, tout ça, et on me raconte tout le temps l'histoire du verre de whisky, etc. Je crois qu'on en avait... c'est du whisky. C'est le whisky, C'est un amateur de whisky. Peut-être que pour ceux qui nous regardent et qui ont vu les lives de la saison dernière, on en avait parlé, je crois, avec Pierre Beck de cette histoire, mais en quelques mots. Légende ou réalité, on entretient jamais vraiment, mais c'est en fait la légende ou comment ça s'est passé, on ne sait pas trop, dit que voilà, Claude Lorius, il avait mis en place toutes ces recherches de climatologie, de glaciologie, climat, géochimie, et que en allant forer la glace. À un moment donné, en fait, donc sur une carotte de glace, au début, il y a juste du névé, donc il y a encore des échanges air-neige. Au bout d'un moment, toutes les bulles se referment et ça devient de la glace. Et quand il y a des déchets de carottes qui ne sont pas utilisés ou des choses comme ça, souvent, on s'en sert pour faire des glaçons pour accompagner le whisky. Et en mettant Ou le Ricard aussi. Ou le Ricard. Ou la grappa. Et en fait, en mettant son morceau de glaçon le soir pour trinquer avec les collègues d'une journée bien fatigante de forage,
il a entendu craquer, la légende dit qu'il aurait entendu craquer, On les entend, hein, quand tu les mets, Oui, mais du coup, c'est à partir de là qu'il a... Donc, en entendant craquer les petites bulles de glace, d'air contenues dans la glace, il s'est dit, tiens, ça serait intéressant d'aller analyser il s'est dit, les petites bulles d'air qui ressortent dans mon whisky, elles sont peut-être utiles pour représenter le climat de l'époque. Voilà, parce que ça équivaut à l'atmosphère passée de plus ou moins l'âge de la glace. Ah ouais, génial. C'est vraiment un live où on va avoir des belles photos, par contre, parce que moi, de temps en temps, je regarde l'écran, là, je vois des sommets enneigés. Non, mais les paysages sont assez envoûtants, que ce soit la haute montagne ou les milieux polaires. C'est des terrains qui, voilà, là, c'est ça, c'est des images de du film La glacière au ciel, qui résume bien. Puis bon, c'était un communicant, voilà, c'était un communicant hors pair. C'était aussi quelqu'un qui savait organiser et monter des équipes, négocier aussi. Donc voilà, il a réussi en pleine guerre froide à faire atterrir un avion américain sur une base russe pour que les Français puissent récupérer de la glace. Ah ouais. Parce que le premier forage qui a été analysé, parce que dans les Russes, ils foraient, eux, pour atteindre le lac, d'ailleurs. Non, lui ne savait pas qu'il y avait un lac à l'époque, mais simplement par la prouesse, pour juste montrer que il forait la glace en Antarctique. Que le communisme était capable... Bon, c'était l'époque, tu sais, c'est la même époque qu'ils ont lancé Sputnik. Oui. Premier satellite artificiel. On est capable d'envoyer un truc dans l'espace, on est capable de creuser la glace jusqu'à atteindre le continent antarctique, et toute cette glace, elle n'était pas analysée, en fait. Ah oui, il creusait vraiment pour creuser. Ah ouais, pour creuser, Et il y avait la prouesse technique. Je ne sais plus comment s'appelle, qui est devenu son grand ami aussi. Barkov. Celui qui avait décidé de conserver la glace par souci de... Le Russe qui avait conservé la glace. Ouais, c'est Barkov. Ouais, voilà. Et du coup, c'est devenu le grand ami de Florius parce qu'en discutant, il s'est rendu compte que toute la glace était stockée à Vostok et que du coup, lui, avec son idée d'analyser l'air, ils avaient une carotte entière où ils pouvaient remonter à plusieurs cycles de... Alors, il paraît aussi... Bon, non, là, je pense que c'est pas une légende, pour le coup. Mais donc, quand l'avion atterrit, donc c'est C-130, c'est des gros porteurs, c'est des avions militaires, en fait, mais c'est les seuls qui sont équipés de skis. Ah oui, ils atterrissent avec des skis. Ah bah ouais, parce que là-bas, tu peux pas atterrir avec... Ah ouais, mais c'est vrai, je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai, c'est vrai que si tu fais une piste de 3 heures après, elle est sous la neige, quoi. Et du coup, donc l'avion a atterri, et dans l'avion, il y avait quand même... Attends, excuse-moi. Vas-y. Ils atterrissent en ski, mais comment ils freinent, du coup? Il fait il resserre les skis comme non. Bah non, après, c'est des turbo réacteurs, mais c'est des avions à hélice. Et donc, ils inversent le pas de l'hélice qui freine, du coup. Parce que moi, je me suis dit là... Et puis, alors, ce qui est marrant, là aussi, il y a... Bon, Lorius a des belles histoires là-dessus. Mais bon, on reviendra là après sur ce point. Mais du coup, ils atterrissent, et donc, dans l'avion, il y a quand même des scientifiques américains, tu vois. Les Américains n'ont pas quand même envoyé un avion uniquement pour les Français, quoi. Donc, il y a un scientifique américain, et il débarque, le scientifique américain, alors j'ai son nom qui va peut-être me revenir, il dit en gros bonjour aux Russes, et puis en fait, il part tout de suite pour aller chercher de la neige, pour aller échantillonner de la neige, tu vois, voilà, faire un trou, faut pas que je rate cette occasion unique d'être ici. Donc, je collecte mes échantillons, alors que Claude, lui, il est parti aller boire de la vodka avec les Russes, quoi. Et en fait, il a créé des liens comme ça, quoi. Bah ouais, et du coup, il avait un peu ce... Quand t'es pote avec ceux qui sont sur la base, tu sais que tu peux revenir faire 2 jours. Voilà, il avait ce côté humain, quoi, qui était très développé, quoi, et qui savait très bien entretenir. Et voilà, ça l'a énormément servi au fil du temps, parce qu'il était capable de monopoliser, de mettre en mouvement quantité de personnes d'horizons très différents, quoi.